آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste, mais ravi aussi de vous savoir aussi fidèle par ailleurs pour votre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème l'inadéquation formation-emploi. En effet, le Gabon met beaucoup ou accorde beaucoup de ressources dans le domaine de l'éducation, mais pour que cet investissement soit rentabilisé dans le cadre de l'emploi, le profil des diplômes ou des diplômés ne s'arrime toujours pas au marché du travail. Comme vous le savez, toujours accompagné de mes fidèles consultants, que je me fais d'ailleurs le plaisir de vous les présenter. Monsieur Louis Charmant, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Voilà. Vous êtes économiste de formation. Oui. Voilà. Doctorant à la faculté de droit et sciences économiques, précisément au département d'économie. Vous faites dans la micro ou macroéconomie. Macroéconomie. Merci. En face de vous, vous avez le consultant que l'on ne présente plus. Il devient l'inamovible, monsieur Abdallah Kono. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur Ahmed. Merci de nous faire l'amitié d'être ici ce soir pour échanger sur cette problématique. Hein. Alors, à chaud comme ça, nous parlons de la formation, de l'emploi, donc de l'éducation. La question s'adresse à vous deux. Quelle est la qualité de la formation que nous avons chez nous au Gabon, monsieur Charmant, vous qui êtes un futur pédagogue, enseignant? Bien, la qualité des enseignements que nous adressons dans nos institutions rime avec les normes internationales. Et nous nous efforçons à nous adapter selon le programme de l'UNESCO. Nous nous adaptons à toutes ces réformes. Monsieur Akono, vous qui êtes enseignant de formation, quelle qualité d'éducation ou de formation que nous avons actuellement dans notre pays? Bon, comme monsieur Charmant l'a si bien dit, l'éducation nationale au Gabon, ça rime aux standards internationaux. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une éducation de bonne qualité parce que nous avons des programmes bien structurés avec des objectifs de formation souvent bien élaborés. Bon, donc par rapport à ces critères-là, par rapport à ces standards qui normalisent l'enseignement, nous pouvons dire que le Gabon a des institutions de formation ou bien d'éducation de bonne facture. Ben, monsieur Akono, qu'est-ce que l'on peut attendre par l'inadéquation formation-emploi? Bon, l'inadéquation formation-emploi ici, c'est lorsque les institutions de formation ont du mal ici à fournir la ressource humaine dont le monde du travail a nécessairement besoin. Donc ici, on a une équation qui doit à un moment donné s'équilibrer. Donc c'est-à-dire que la formation doit satisfaire une demande, donc et cette demande nous vient du monde du travail. Le marché du travail, alors. Donc le marché du travail doit pouvoir être ravitaillé par les institutions de formation. Ouais. Ben, monsieur Charmant, suite à ce que vient de nous dire monsieur Akono, alors, quelle est la situation actuelle de la formation et de l'emploi au Gabon? Bien, je ne saurais vous le dire. La situation est telle qu'on le constate aujourd'hui. Une hausse de chômage des jeunes. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part entre la formation et l'emploi des jeunes au Gabon. Il y a véritablement un problème. Voilà pourquoi nous sommes ici sur ce plateau pour essayer de répondre à quelques questions
et peut-être proposer des pistes de solutions. Mais sinon, aujourd'hui, nous constatons que la majorité des jeunes Gabonais ont du mal à trouver un emploi. Ben, Monsieur Akono, Monsieur Ndon nous dit que bon nombre de jeunes de notre génération ont du mal à trouver un emploi. Mais depuis quand nous parlons de cette inadéquation dans notre pays? Bon, il va falloir d'abord remonter à la jeunesse du Gabon. Donc, le Gabon, il est indépendant en 1960. C'est un État qui manque de cadres, qui manque de ressources humaines pour essayer de porter son développement, pour porter cette nouvelle administration. Donc, dès cet instant, toutes les ressources disponibles étaient automatiquement employées par l'État, par la fonction publique. Et le Gabon faisait appel à la main-d'œuvre extérieure dans le but de soutenir cette administration dans tous les secteurs, éducation, médecine. On a eu recours aux coopérants. Mais lorsque le Gabon conçut sa première université, donc l'Université nationale du Gabon, qui est devenue par après... Dans les années 70 donc dans les années 70, qui est devenue après l'Université Omar Bongo, qui nous a tous scientifiquement accouchés. Et à partir de là, on a un foisonnement de diplômés qui vont sortir de cette université. Donc jusqu'aux années 80, à la fin des années 80, la fonction publique gabonaise, le petit tissu industriel existant, pouvait encore absorber les étudiants, donc les jeunes Gabonais, les étudiants qui étaient formés dans ces universités. Mais à partir de 1990, il y a en quelque sorte comme un étouffement de la fonction publique qui a de plus en plus du mal à absorber les jeunes qui sont formés dans les universités et grandes écoles. Donc à partir de là, on se rend compte que la fonction publique, qui est le principal employeur du pays, arrive à son seuil de saturation, ne peut plus employer toute la ressource qui est formée dans les universités au niveau du Gabon et les jeunes Gabonais qui sont formés à l'extérieur. Donc il y a en quelque sorte étouffement ou bien surabondance de la ressource humaine et la fonction publique ne peut plus prendre en charge, trouver des postes budgétaires à tous ceux qui sont formés. Il y a également à côté de cela, il y a aussi l'évolution. C'est-à-dire que dans les années 60, on avait 60, 70, 80, on avait besoin des administratifs, mais face aux nouveaux défis économiques, on a plus besoin des ouvriers capables de produire. Donc, des ouvriers qualifiés. Des ouvriers qualifiés dans les domaines techniques ou de haute technologie, comme nous l'avons aujourd'hui. Mais il s'avère que la structure de nos universités n'a pas été conçue à l'origine dans cette optique. Donc l'UOB, qui, en suivant tout dernièrement le ministre de l'Enseignement supérieur, qui absorbe sur les 45 000 étudiants qu'on a sur le sol gabonais, l'UOB absorbe à elle seule environ 35 000 étudiants. Or, ici, dans ces 35 000 étudiants, nous n'avons que des théoriciens. La plupart des étudiants formés dans cette université font dans la recherche, dans des études de recherche fondamentale, alors qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin des personnes qui font dans la formation professionnelle et technique. Donc, notre université n'a pas été repensée à temps. Donc, du coup, on a ce problème-là. L'industrie, le tissu économique a besoin d'une certaine qualité dans la ressource humaine, mais l'université gabonaise a du mal à fournir cette ressource humaine. Donc, on a du mal à trouver le type d'ouvrier dont le nouveau tissu économique gabonais a besoin. On a plutôt on a toujours des profils qui correspondent au profil dont le Gabon avait besoin de 1960 au début des années 90. Monsieur Ndon, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation dans notre pays quand nous savons qu'il y a des années antérieures où maintenant même il y a une formation professionnelle qui est là, mais qui ne produit pas véritablement, qui n'envoie pas ces qualifiés sur le marché de l'emploi? Bien, je dirais qu'il y a des efforts qui sont faits
Aujourd'hui, l'université a ouvert ses portes à la formation professionnelle. Effectivement. Et je pense que les choses se passent beaucoup mieux parce que il y a quand même le trois quarts qui arrive à trouver un stage ou bien à avoir un CDI. Donc je dirais quand même que c'est Ça, repenser. c'est seulement pour ceux qui sortent des formations professionnelles. Justement. Mais ceux qui sortent, par exemple, du département d'histoire, de géographie, encore, bon, on peut mettre un peu le géographe de côté parce que c'est vraiment un homme de terrain, mais des littératures francophones, donc communément appelées lettres modernes, pour ceux-là. Bon, je pense que pour ceux-là, ils devront se reformer dans les domaines dont le pays a besoin actuellement. Puisque nous avons reçu pendant nos journées de réflexion de l'économique, Madame Berg, qui est l'actuelle ministre de la fonction publique. Qui est l'actuelle ministre de la fonction publique. Ouais. Elle a battu un travail vraiment remarquable pendant ces journées de réflexion. Et elle a proposé aux jeunes aujourd'hui qu'il ne fallait plus qu'on se tague d'avoir un Master 2 et puis ne pas se reconvertir dans des petits métiers qui sont des métiers d'avenir aujourd'hui. Ouais, mais Monsieur Charmant, c'est bien beau de se convertir dans les petits métiers, mais nous savons, sur ce plateau, nous avons reçu le syndicat des commerçants qui se plaignent aussi des contrôles abusifs. Comment faire avec toute cette cargaison de contrôle, de taxes à chaque fois? Mais le petit Gabonais qui veut s'affranchir dans ce sens-là, pourra-t-il s'en sortir? Oui, je pense qu'il pourra s'en sortir puisque nous avons l'exemple de nos frères ouest-africains qui n'ont pas besoin de diplôme, qui n'ont pas besoin d'avoir une grande formation, mais qui ont juste besoin d'espace pour exercer leur métier. Je pense qu'on peut calquer notre devenir sur ces personnes qui, voilà, vraiment, qui nous épatent tous les jours et essayer de se rapprocher d'eux, leur demander comment ils font et puis s'armer de patience et par la suite produire tout ce qu'ils font aujourd'hui. Monsieur Akono, avec tout ce que vous venez de nous dire, quelle est la conséquence de cette situation? Mais la conséquence, elle est là. On a eu des diplômés qui sortent des universités, mais qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. Parce que lorsqu'on va se faire former, on a toujours l'espoir qu'à la fin de la formation, on aura une satisfaction qui n'est tout autre que l'emploi, qui permettra d'améliorer ses conditions de vie. Mais aujourd'hui, on a du mal à insérer le produit de l'UOB par exemple, on a parfois du mal à insérer le produit de l'USTM, mais quelle est la conséquence immédiate? On a des diplômés qui vont vivre dans des situations précaires. Et cela a un impact sur la société. Et à long terme, lorsqu'on aura une sédimentation des diplômés au chômage, cela devient en quelque sorte comme une bulle. Et cette bulle-là peut avoir des répercussions politiques. Bon, ça c'est pour... Je ne sais pas si vous avez des ambitions politiques. Ben, non, nous étudions comme les modèles, ce qui s'est passé. Le chômage, vous avez le chômage, vous avez les questions foncières. Ce sont des problèmes qui ont souvent entraîné des tumultes politiques ici et là dans le monde. Monsieur Charmant, Monsieur Ndong, vous avez parlé des formations professionnalisantes qui se font au sein de l'université Omar Bongo, précisément au département d'économie, un peu en droit, en anthropologie. Ben, vu que ces parcours professionnels sont pris en charge par l'université, n'est pas là une lourde charge pour notre université? Non, je pense que c'est la bienvenue, puisque tout le monde ne peut pas prétendre à poursuivre ses études dans l'enseignement général. Donc l'université est vraiment une solution vraiment salutaire, a permis à ceux-là qui ne pouvaient plus poursuivre d'apprendre un métier
un métier qui leur permet, qui leur donne les capacités d'exercer sur le terrain. Et ça, j'ai apprécié vraiment, c'est de bon augure. Et ça rejoint un peu les idées que le gouvernement essaie de mettre en place pour repenser la formation au Gabon. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer avec l'enseignement général, puisque M. Akono l'a dit si bien, on avait des besoins d'antan. Aujourd'hui, on a des nouveaux défis. Et ces nouveaux défis doivent répondre à de nouveaux critères. Et étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes un peu en retard par rapport à cette évolution, il est de notre devoir d'y remédier absolument. Il est de notre devoir d'y remédier absolument, vient de dire M. Akono, M. Ndong. Mais là n'est pas le fait de l'administration, donc des gouvernants, de mettre en place toutes ces batteries afin que l'inadéquation formation-emploi ne soit plus une vue de l'esprit, mais une réalité qui permet aux différents diplômés de trouver de l'emploi? Bon, j'aimerais quand même revenir sur les formations professionnelles au niveau de l'université ou à l'échelle du Gabon même, parce que ici, la plupart des universités forment dans le tertiaire. Effectivement. Mais un tertiaire sans industrie, un tertiaire sans agriculture, un tertiaire sans secteur primaire maîtrisé n'a pas de sens, ne peut pas exister, parce que le tertiaire est là pour accompagner le secteur primaire et le secteur secondaire. Mais nous sommes dans un modèle où l'on va former dans le tertiaire, uniquement dans le majoritairement dans le tertiaire. C'est quoi? Ce sont les banques, les assurances, les économistes, les juristes, etc. Mais on accompagne quel tissu industriel? Parce que là également se situe le problème de l'inadéquation formation-emploi. On a un tissu industriel qui est embryonnaire, mais qu'il faut développer. Or, aujourd'hui, les infrastructures de formation ne pensent pas à cela. Qu'est-ce que l'on fait, par exemple, de l'exploitation minière au Gabon? Est-ce que nous avions suffisamment formé d'ouvriers, d'ingénieurs? Encore que les ingénieurs, on peut se dire, au niveau de l'USTM, on va en former, mais les ouvriers en mine, c'est-à-dire on peut avoir besoin d'un artificier. Est-ce qu'on a une école aujourd'hui, si on veut exploiter une carrière de gravier ou de la tête quelque part, est-ce qu'on a une école qui forme les artificiers qui vont mélanger les explosifs pour faire éclater la roche? Voici également les défis. C'est-à-dire qu'on pense que professionnel, c'est uniquement dans le tertiaire, mais on oublie tout un côté. Aujourd'hui, on a eu, par exemple, l'Université du Bois qui n'a jamais vu le jour. Ça également, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où tout est resté dans le papier, mais sur la pratique, depuis aujourd'hui plus de 10 ans, depuis Feu Omar Bongo, on a parlé de l'université d'OIM, de Mouela et autres, c'est resté des projets. Mais or, ces universités pouvaient ouvrir de nouvelles perspectives de formation aux jeunes Gabonais. À OIM, on devait former dans les métiers agricoles, on pouvait avoir une panoplie d'opportunités. À Mouela, on devait former dans un secteur bien déterminé, dans des secteurs bien déterminés, c'était également des opportunités. Donc aujourd'hui, ces infrastructures-là, ce qui existe, forment dans des domaines. Mais aujourd'hui, j'ai coutume de dire aux enfants, par exemple en comptabilité, gestion, j'ai l'impression qu'on est en surabondance. On a des Gabonais formés à l'extérieur, on a des Gabonais formés à l'UOB, à l'Institut de gestion, à Subdecom, etc. Donc on est en surabondance dans le secteur tertiaire. Maintenant, il va falloir se rabattre sur le secteur primaire, secteur secondaire, donc l'industrie. Par exemple, la conservation des produits alimentaires. Est-ce que nous avons une université qui forme dans ce secteur-là? Parce que c'est bien bon lorsque le ministre parle de reconversion, mais on ne va pas tous devenir cordonniers. Si tout le monde devient cordonnier, mais qui devient client de l'autre? On ne va pas tous devenir mécaniciens. Maintenant, il faut voir quels sont les secteurs où l'on n'a pas suffisamment. Quels sont les secteurs? Allons au marché de Montmouette, parfois on jette des légumes, mais c'est un secteur, si on a un pôle de formation, conservation
des denrées fruits alimentaires, et légumes, la mise en conserve, on peut former. Au lieu de jeter, on aura des personnes qui auraient été formées pour cela. Par exemple, la gestion des déchets. Aujourd'hui, nous parlons du développement durable, mais aller à la décharge de Mindoubé, nos déchets sont traités de quelle manière? Sont brûlés, alors qu'aujourd'hui, le Gabon se veut être leader dans le développement durable, l'économie verte et autres, le recyclage des déchets, mais on est où? Mais parce qu'on n'a pas formé. À l'UOB, on forme des théoriciens. On va à l'USTM, on est dans la théorie. Par exemple, là, le traitement des déchets, on forme combien de personnes? Le recyclage du déchet plastique, on peut en fabriquer des pavés. On en a formé combien? Monsieur Ndong, vous voulez rebondir? Oui, je voulais rebondir sur l'intervention de M. Akono. Oui, allez-y. C'est peut-être pour vous dire, M. Akono, que parfois l'État ne va pas prendre en charge toutes les formations. Aujourd'hui, je connais des personnes qui collectent les ordures, qui font de l'agriculture bio. Ils ne sont pas passés par une formation, mais leur capacité, leur volonté déjà leur amène à avoir des partenaires, avoir des marchés. Et ce sont ces marchés qui orientent maintenant l'État vers ces personnes et qui peuvent être encadrées. Donc, ce monsieur peut coopérer avec le ministère de l'Agriculture. Justement, parce qu'on a découvert même au niveau du Gabon qu'il y a bel et bien des entreprises dont on peut vendre les déchets plastiques, exemple comme des bouteilles plastiques. Ouais, si vous arrivez à avoir 2 tonnes de déchets plastiques à l'œil, vous les contactez, ils arrivent sur le site, ils font leur cargaison et puis vous avez votre revenu. Donc c'est pour vous dire que parfois c'est la volonté personnelle de sortir de son état primaire et de voler un peu de ses propres ailes. Mais l'État peut accompagner ces personnes parce que l'État aussi a besoin d'un volontarisme personnel qui peut engendrer, qui peut créer d'autres. Mais monsieur Ndong, tout ce que vous dites est bien beau, mais lorsque vous allez présenter un projet à une tierce personne nantie de pognon, d'argent, mais qui vous dit en retour, j'ai combien? Ou bien pour que le ministre puisse voir ton projet, moi-même j'ai combien? Là aussi c'est faisable? Bon, moi je pense que c'est... Enfin, ce sont des informations que nous recevons ici et là. C'est pas une affaire de ministre ou de nanti. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de capital, mais qui veut se lancer dans une activité, genre agricole, il faudrait bien qu'il achète des produits. Oui, justement, il faudrait qu'il achète des produits, des semences. S'il n'a pas mais il peut commencer dans un autre secteur. Il peut commencer à vendre, comme je vois mes frères ouest-africains, à faire de la braise. On commence par la braise mais pour et acheter, on finit par un taxi. Mais pour acheter ça, vous connaissez bien la situation du Gabonais. Vous connaissez bien la situation. Moi, j'aimerais quand même dire ici... Oui, monsieur Akono. On ne va pas à chaque fois se comparer aux autres parce qu'ils ont un modèle social. Au Gabon, on a un autre modèle où parfois, lorsque vous voulez lancer une activité, mais c'est le frère sûr qui vous compte, qui est le premier à vous décourager. Hein. Effectivement. D'accord? Qui vous décourage, qui vous brise le moral. Or, dans leur modèle social, tout ce que tu vas commencer sera, tu vas trouver le soutien de toute une communauté. Même si vous n'avez pas 100 francs, vous, à peine arrivé, vous allez trouver des frères qui vont faire tourner le chapeau, récolter les fonds et on vous dira, bon, voici ce que la communauté a trouvé, démarrez votre entreprise. Mais nous, dans notre modèle social, c'est rare. Le modèle social auquel nous avions été formatés, c'est-à-dire vous êtes jeune, vous allez à l'école, vous gagnez des diplômes et au sortir de là, vous êtes employé par l'État ou par une société. C'est un modèle. Et le Gabonais a été formaté et ce n'est pas en espace de 10 ans qu'on va sortir l'homo gabonensis, excusez-moi l'expression, de ce modèle. Donc c'est d'abord toute une culture. Et maintenant, c'est quoi j'ai dit, le rôle de l'État est central. Parce que il y a un savant qui disait, un peuple n'a que les dirigeants qui le méritent.
C'est-à-dire que vous voulez qu'un peuple soit dynamique, ce dynamisme-là doit être impulsé par les leaders, ceux qui détiennent l'autorité. Le Burkina Faso est devenu ce qu'il est aujourd'hui, grand producteur de coton et autres, mais la volonté est venue de feu Thomas Sankara, qui a décidé de faire du Burkina Faso un grand producteur agricole, et les résultats sont tombés. Donc, c'est pourquoi nous voyons le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda aujourd'hui, ce sont les leaders qui se sont levés un matin. Voici le cap et nous devons atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, le Rwanda, c'est une réussite quasi précoce par rapport à l'ensemble des pays africains. Le Rwanda devient un modèle de précocité en termes de réussite, de miracle économique. C'est-à-dire qu'ici, ne dédouanons pas l'État. Qu'est-ce que l'État a fait pour que la population, si on est aujourd'hui incapable de faire des routes, mais vous n'allez pas demander à un jeune qui a un master en littérature d'aller faire l'agriculture à la Rimboué, c'est un exemple que je prends régulièrement. Non, mais comme il a il a un master, il fait bien devenir professionnel dans le secteur de l'agriculture. Monsieur Kono, je vais vous relancer, mais si ce dernier a un master en littérature africaine, mais il va pêcher aussi en Afrique, donc c'est mieux pour lui. Pour faire de la pêche. Il peut aller pêcher. Alors. Mais aussi, c'est quoi? Si sa cargaison ne peut pas arriver au marché de Montbouet, il va pourrir en cours de route. On fait comment? Parce qu'il y a un bourbier, la route est coupée quelque part. À qui la faute? À ce jeune, il a quand même fait son effort d'aller pêcher dans les lacs. Maintenant, partir des lacs, venir au marché de Libreville, on arrive à Four-Place, on dit que la route est coupée. Vous allez voir toute votre production pourrir. Voici aujourd'hui, moi j'ai suivi à la première chaîne, à la chaîne nationale, au niveau de Belabanga, les habitants qui se plaignaient que leur production ne s'écoule plus comme avant parce qu'on a pris des mesures pour lutter contre le coronavirus sans tenir en quelque sorte compte du vécu des Gabonais. Voici également les erreurs de management. On a ici quelques erreurs de management de la part des leaders. Donc quelque part ici, l'État est en quelque sorte responsable de la question de l'inadéquation formation-emploi. Parce qu'il faut définir par des stratégies. Et lorsqu'on veut orienter la population dans d'autres secteurs, mettre en place les infrastructures. Si nous prenons le cas de l'agriculture et la pêche, on ne peut pas faire du business dans ces secteurs-là si nous n'avons pas de route. Et même ailleurs, dans tous les autres domaines, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas la bonne connexion Internet, j'ai vu, toujours dans la première chaîne, à Koulamoutou, les jeunes qui voulaient envoyer leur dossier de bourse par voie numérique. Mais c'était tout un problème. La connexion n'était pas bonne. Donc, lorsqu'on veut atteindre certains objectifs, on met à la disposition des populations qu'on veut réorienter les outils qu'il faut. Si nous n'avons pas de route, on n'a pas de structure d'encadrement dans le secteur de la pêche et de l'agriculture, on n'a même pas la bonne connexion pour faire des commandes à l'international. À un moment donné, on aura du mal à résoudre le problème. Monsieur Ndong, l'État avait pris la mesure de suspendre d'abord des recrutements, hein, et qu'il devrait relancer 3 ans après. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans l'attente d'une relance de recrutement. Maintenant, quel constat peut-on faire ou que vous pouvez tirer de cette situation? Bien, nous savons que l'État, en 2008, a lancé le gel des recrutements. En 2018? Oui, en 2018. Autant, merci. Et que par la suite, il n'y a que 3 secteurs qui ont été exemptés de la mesure, à savoir la santé, l'éducation et la défense. Bon, aujourd'hui, on constate que ces secteurs sont en train de bouger et que les autres restent en berne. Bon, vraiment, ce qu'on peut demander à l'État, c'est comment les autres secteurs qui sont délaissés, comment on pourra ainsi compenser aujourd'hui leur déficit. Parce que s'il n'y a que ces 3 secteurs qui recrutent aujourd'hui, ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura un surplus.
d'enseignants, encore que dans la santé et dans l'enseignement, oui. Mais au niveau de la défense, bon, on se dit, est-ce qu'on a réellement encore besoin de plus? Mais vous savez que le niveau de défense aussi d'un État dépend du genre de formation militaire ou la capacité de ces militaires, ces soldats à réagir. Mais si nous n'avons que 5 soldats, on ne peut pas défendre le territoire. Il faudrait avoir au moins 20. Bon, la question qui vient s'adresse à vous deux. Nous allons commenter cet élément que nous a préparé la régie. Alors, voici un tableau qui nous retrace un peu les différents diplômés dans différents secteurs. Alors, comment est-ce que l'on peut résoudre cette situation formation-emploi lorsque nous savons que nous avons ce genre de tableau devant nous? Hein? Vous avez 41%, je suis sûr que c'est 41% Oui. en lettres, Sciences humaines. en lettres et sciences humaines, 22%, bon, nous avons d'abord 90% en sciences générales, enseignement général. Donc, dans l'enseignement général, nous avons 41% en lettres et sciences humaines, 22% droit économie, 11% école normale, 9% en médecine, 8% en sciences et techniques, 7% en sciences de gestion, 2% en agronomie, les eaux et forêts. Oui. Voilà. Donc, lorsque nous sommes face à cette situation, voici une structure de l'offre de l'éducation dans notre pays. Voilà. Comment on peut résoudre ce problème d'inadéquation formation-emploi? Monsieur Akono. Bon, ici, hein, le graphique résume quasiment tout ce que nous étions en train de dire sur la qualité des infrastructures de formation à l'échelle du Gabon. Parce qu'il y a des secteurs aujourd'hui porteurs, des secteurs d'avenir. Or, vous voyez qu'ici, les lettres, bon, encore que là, le graphique n'est pas assez détaillé parce qu'ici, il y a les lettres et les sciences humaines. Donc, les lettres, donc la formation fondamentale est le plus grand pourvoyeur de diplômés au Gabon. Donc, on a 41% qui nous vient des lettres modernes. Vous avez 22% qui nous viennent des... Non, les lettres modernes et les autres, c'est pratiquement la faculté de lettres et sciences humaines. La faculté des lettres et sciences humaines qui est le principal pourvoyeur de ressources, en fait, de diplômés à l'échelle nationale, suivi de la faculté de lettres, suivi de la faculté de droit et de sciences économiques. Mais vous avez un secteur porteur où l'on veut orienter tout le monde. Donc le secteur agricole qui ne représente que 2% de diplômés. 2% de diplômés, mais j'aimerais me poser la question, d'accord, on veut que l'on devienne agriculteur, mais qu'est-ce qui est fait pour former les agriculteurs? Voici là une question fondamentale, et là on parle d'enseignement supérieur, mais l'enseignement supérieur dépend d'abord du ministère de l'Éducation nationale. Mais au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ou de l'enseignement technique, qu'est-ce qui est fait pour qu'à partir de là, les élèves aient envie de s'orienter vers ces secteurs? Parce que lorsqu'on parle de 2% ici, on y inclut également les eaux et forêts. Donc beaucoup y vont à l'ENEF, mais combien vont à l'INSAB? Mais au niveau, est-ce que nous avons une filière agricole dans notre formation professionnelle? Est-ce que nous avons, au niveau du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, est-ce qu'on a une filière agricole? Ça, je doute. Est-ce que dans nos lycées techniques, on forme des ouvriers agricoles? Ça, c'est compliqué à dire. Bon, la situation quand même sur ce graphique est difficile à analyser puisqu'il date de 2011. Mais nous sommes toujours dans les mêmes réalités. Mais nous savons quand même qu'il y a eu une certaine évolution aujourd'hui au niveau de la santé. Parce qu'avant, les étudiants du CUS n'allaient pas directement, n'étaient pas proposés sur des plateaux médicaux
Aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs étudiants du CUS qui font de la formation en même temps de l'emploi. Non, Et nous n'en disconvenons pas, ça monsieur. nous réjouit aujourd'hui, puisqu'on essaye quand même, le pays, bon, l'État essaye quand même d'arrimer ces choses. Mais ce n'est pas encore dans tous les secteurs. Mais même s'ils sont 10%, pensez-vous qu'ils vont pouvoir combler tout le Gabon? Voici la pandémie du Covid qui nous a démontré, qui est encore venu mettre au devant de la scène nos failles dans ce domaine. Vous voyez un peu? Justement, pour résorber justement équilibrer le conflit entre formation et emploi, c'est pas en 2 ans, 5 ans, non, c'est dans 10 ans, 20 ans qu'on pourra peut-être avoir au niveau de la santé des médecins qui couvrent pratiquement tout le territoire. Mais vous savez que c'est M. Akono, en faisant la genèse un peu de cette situation, nous a rappelé que ce n'est pas une histoire qui date de deux décennies. C'est pratiquement 4 à 5 décennies. Monsieur Ndong. Justement, nous le savons, puisque nos États sont des États un peu fragilisés. Nous sommes sortis de beaucoup de conflits. Par exemple, le Gabon, c'est la dette, par exemple. La dette qui nous a asphyxiés. Mais nous essayons quand même de remonter la pente. Mais si vous parlez ainsi, que dirions-nous de Cuba? Je parle seulement du domaine médical, du domaine de la santé. Que dirions-nous de Cuba, qui aujourd'hui est en train de venir en aide au monde? Ils étaient en Afrique, ils étaient en Europe, en Amérique du Sud, chez eux, dans le continent américain. Et nous savons que Cuba, pratiquement, c'est un pays, comment vais-je qualifier? C'est un pays qui a été souvent mis sous embargo, qui est toujours sous embargo et qui a du mal aujourd'hui à commercer, à échanger avec le reste du monde, et ce qui pénalise. Mais n'empêche que Cuba est un modèle aujourd'hui dans des secteurs bien ciblés. Cuba aujourd'hui vend des sportifs à l'échelle mondiale. Cuba vend des médecins, prête des médecins, loue des médecins un peu partout dans le monde aujourd'hui. Ils étaient jusqu'ici. Il y a une année, on avait une coopération avec Cuba, où nous avons des médecins cubains ici. Même dans le sport. Mais moi, je vais dire ici, ce tableau, ce graphique, il est très parleur et je dirais que la réalité n'a pas véritablement changé. Au moment où le débat n'est plus scientifique, mais le débat, il est plus ou moins public. On se rend, parce que là, lorsqu'on va dire inadéquation, formation, emploi, le problème se pose ou le problème se situe au niveau de l'IOB. Parce que ce sont les projets de l'IOB aujourd'hui qui ont du mal à être insérés dans le marché de l'emploi. Car 41% en l'aide moderne, 22% en droit et sciences économiques, nous sommes quasiment ici là à 63% des diplômés qui sortent de l'université Omar Bongo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces 41% qui ont des diplômes en lettres et sciences humaines? Parce que le profil qu'ils offrent ne correspond peut-être pas aux nouvelles exigences même de l'administration gabonaise. Au moment où on a l'EPCA, on a l'ENA, on a l'USO qui forment également des étudiants plus ou moins adaptés à l'administration gabonaise. En matière de gestion, par exemple, celui qui sort de la faculté de sciences économiques et précisément du département d'économie, celui-là qui a fait comptabilité à l'institut de gestion ou dans une autre université. Donc là, tout le problème, il est là. Et c'est quoi, moi, je vais dire ici, est-ce que le problème ne se situe pas à la base? Parce que lorsqu'on va comparer dans l'enseignement au niveau de l'éducation nationale, donc dans la formation de base, les effectifs de l'enseignement, donc des filières, des séries LE, donc des séries littéraires,
comparé aux séries scientifiques et à l'enseignement technique, on voit déjà qu'il y a déjà un déséquilibre. Je pense que pour moi, s'il faut résoudre le problème, c'est à partir de l'éducation nationale. C'est à partir de l'éducation nationale qu'il faut peut-être repenser la formation, de sorte qu'on n'ait plus des personnes qui vont partir. Vous avez un bac littéraire ou bien maths et littérature, vous allez à l'UOB, mais on peut avoir à partir de l'école des profils plus ou moins professionnels. Monsieur Akono, nous avons vu il y a 2 ans de cela, du côté de l'Université des sciences de la santé, on récupérait déjà les bacs littéraires A1, A2 et B dans le domaine de sage-femme. Oui, de l'obstétrique. Voilà. Donc, et là encore, vous voyez que c'est un véritable problème. Nous voyons que cette université est obligée de s'ouvrir pour récupérer nos littéraires. Hein? Qui devrait avoir dans le futur un peu... Encore que là, le mal, si le littéraire, parce qu'à la fin, on dit souvent qu'on juge le maçon au pied du mur, si le littéraire peut s'adapter à la science... Ce qui est bien, c'est que beaucoup s'adaptent. Nous avions vu un exemple aujourd'hui que le coronavirus nous a révélé, le professeur Didier Raoult, qui a un bac A1 littéraire, maths et littérature, mais qui fait aujourd'hui partie d'un des plus grands infectiologues au monde. Donc on peut s'adapter, et c'est même ce qu'on demande aujourd'hui. Or, dans les carcans que la colonisation française nous a donnés, vous avez ne peut aller piloter un avion que celui qui a un bac scientifique, alors qu'ailleurs, vous voulez piloter les avions, vous avez un bac A, mais on va vous juger, on ne va pas vous rejeter, mais on verra votre détermination, parce que la volonté également peut soulever les montagnes. Oui, bien, justement, je voulais enrichir ce que M. Akono a dit. Allez-y. Il fallait que les responsables des enseignements essaient un peu de revoir un peu la morphologie et les besoins dont le pays a besoin. Mais il n'y a pas que ces responsables, c'est l'État aussi qui peut orienter ces politiques-là. Dire que dans 10 ans, je veux exploiter le fer de Bilinga, alors il me faut 30 ingénieurs. Bon, on peut former 30 ou 300 ou 1000 ingénieurs avant d'atteindre les 10 ans là pour exploiter les mines. Donc, le tort est partagé entre l'État et ses administrés. Bon, la question qui vient s'adresse à vous deux. Nous avons une situation qui est celle de la pandémie et nous savons que depuis le 14 mars, si j'ai bonne mémoire, nos établissements sont fermés. Voici que le ministre de l'Éducation nationale a pris une décision, d'après les leaders syndicaux de ce domaine unilatéral, de ne pas faire passer les enfants de 5e année leur examen, donc le CEP, ne pas faire passer les enfants de 3e le BPC, mais plutôt faire passer les enfants de terminale le bac. Et aujourd'hui, va se poser le problème de l'orientation. Alors, quel est votre avis là-dessus? Merci, M. Ahmed. Je pense que on peut analyser ce problème sur plusieurs angles. Allez-y. Parce que sur le plan sanitaire, c'est la sécurité, il va de la sécurité des enfants. Oui. Donc, le ministre essaye de trouver des solutions pour essayer de réduire la pandémie. Donc, vous voulez nous dire que celui qui est en terminale n'est plus enfant? Non, celui qui est en terminale, il connaît les mesures. Il comprend mieux que celui-là qui est en 5e année. Donc, et celui qui est en 3e... Et celui qui est en 3e... il a pratiquement le même âge que celui qui est en 5e année. Aujourd'hui, on a des petits de 12 ans, 13 ans en 3e. Mais nous avons aussi des petits de 16 ans en terminale. Que faire? Justement, tout le problème se pose. C'est une décision gouvernementale. On s'arrime au gouvernement. Bon, ici, c'est quand même une question très délicate. Ouais. Parce que tout le monde a été surpris de cette décision.
Vous savez, on est meilleur par rapport à l'autre. On est médiocre par rapport à l'autre. On est excellent par rapport à l'autre. Or, le monde a été frappé par une pandémie. Le Gabon a été frappé par cette pandémie. Mais la pandémie ne doit pas donner le droit de faire du n'importe quoi à un moment donné. Parce que lorsqu'on va hypothéquer une année scolaire, on ne voit pas le problème. Un empereur chinois de l'Antiquité disait que si on veut faire la guerre à un peuple, on peut ne pas utiliser les armes, il suffit de corrompre son système éducatif et on attend 20 ans. Parce que cette génération qui a été mal formée sera incompétente. Aujourd'hui, nous parlons de l'inadéquation formation-emploi. Quelque part, on a souvent du mal à être compétent par rapport aux gens venus d'ailleurs. Or, aujourd'hui, en prenant ces mesures-là, d'écouter une année, oui, on va le comprendre. Mais un diplôme, ça se passe. Un diplôme, ça se mérite. Cette décision prise par les autorités au nom de la pandémie, c'est quoi j'ai dit, on est meilleur par rapport aux autres. Il y a des pays plus frappés par la pandémie aujourd'hui, mais qui ont quand même pris ce courage-là d'y aller. Mais aujourd'hui, M. Akono, ce sont ces mêmes pays qui sont en train de refermer les établissements. Non, excusez. Nous avons vu en France où ils ont complètement interdit, ils ont refusé le déroulement des examens du baccalauréat et ils ont donné les résultats en semaine. Excusez. Non, en fait, c'est quoi j'ai dit. Le contexte gabonais, nous avons des pays voisins. Prenons le cas du Congo. Comparons-nous au Congo, nous sommes sous la même latitude. OK? Nous vivons les mêmes réalités. Mais vous ne connaissez pas le nombre de cas de contamination au Congo. Au Congo, et en fait, je ne vais pas revenir, sinon on va lancer une polémique dans une autre polémique, parce que le Congo aujourd'hui a moins de 2000 cas. Et pourtant, nous avions été touchés par la pandémie au même moment. Comment se fait-il que le Congo est dans les 2000 cas et nous sommes dans bientôt peut-être les ils ont pris les cas, mesures. Mais ce qui veut dire que finalement, et le peuple, les mesures que nous avons, donc quelque part, il y a échec. Non, c'est quoi j'ai dit, on est meilleur. Le peuple a mis en exergue les décisions. Mais chez nous ici, nous sommes les premiers à remettre en cause encore ces décisions. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes meilleurs par rapport aux autres. Hein? Nous sommes excellents par rapport aux autres. Les autres ont été frappés par la pandémie quasiment au même moment que nous, d'accord? Les autres ont appliqué les mêmes mesures que nous, les mêmes mesures barrières qui sont devenues aujourd'hui universelles, d'accord? Certains pays se sont dit, nous n'avons pas les moyens économiques d'appliquer certaines mesures telles que le confinement, limitons-nous aux gestes barrières et vivons. Parce que là est le danger. Si en novembre, la rentrée a été fixée au 9 novembre, et qu'en novembre, on a une résurgence de la pandémie à l'échelle nationale, on fait comment? Mais on ne va plus jamais vivre. Les mêmes qui nous disent, apprenons à vivre avec la maladie. C'est maintenant parce que je me dis, pédagogiquement parlant, l'école, c'est le milieu où l'on éduque, où l'on transmet des valeurs. Si on veut réellement transmettre ces valeurs-là, prenons cet enfant de 5e année qui sait déjà de quoi il s'agit. Et c'est un petit échantillon parce que nous avons besoin de cet échantillon-là pour mettre en place les scénarios lorsque tout le monde sera là à l'école. Si aujourd'hui on ferme les 5e et les 3e, mais on avait besoin de cet échantillon-là pour voir comment le transport va se comporter, pour voir comment la disposition dans les cours de récréation se fera. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas ce modèle test-là. Mais en novembre, lorsque tous les niveaux d'études vont reprendre les classes, mais on fait comment pour les gérer? Parce qu'on n'a pas eu ce modèle. Et on va repartir en tâtonnant et en fermant, en réouvrant. Ok, Monsieur Akono, ok, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Nous allons prendre votre mot de la fin sur cette problématique de l'inadéquation formation-emploi au Gabon. Monsieur Ndon. Bien, je dirais à tout un chacun que n'attendons pas toujours tout de l'État. Ah, nous sommes jeunes. Si tu es un jeune diplômé et que le travail tarde, essaye de faire quelque chose. Cherche une autre formation ou bien adapte-toi aux conditions sociales. Parce que
l'État, le vrai problème de nos États aujourd'hui, c'est qu'on a un manque de structure. Voilà pourquoi le chômage structurel est grandissant dans nos États. Monsieur Akono? Bon, la question, on peut résoudre le problème qui se pose au monde du travail au Gabon aujourd'hui, mais pourvu qu'il y ait des sacrifices de part et d'autre, on va demander au peuple de faire des sacrifices à ce jeune-là qui a travaillé, qui a fait les études, mais qui ne trouve pas un emploi, de se réorienter. Ça, c'est très faisable. Mais il va falloir également que les leaders également fassent des efforts de leur côté en trouvant par exemple des capitaux, en allégeant l'assiette fiscale pour celui-là qui vient de créer son emploi. Et deuxièmement, il faut aussi être honnête et objectif parce qu'on ne va pas demander à certains des expériences de tant d'années, mais lorsque les fils des uns arrivent, automatiquement, on est employé et à des fonctions de très haute responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a également ce problème qui se pose en nous et on se trouve dans une situation d'injustice. Donc, essayons d'être justes et le peuple suivra. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre mission. L'inadéquation formation-emploi, nous voyons déjà depuis 2-3 ans les universités, précisément l'université Omar Bongo, ouvrir le chemin professionnel, donc des formations professionnelles. Mais cela ne suffit pas parce qu'une formation professionnelle doit être appuyée par d'autres secteurs. Alors, nous demandons aux dirigeants de ces universités d'essayer de nouer des coopérations avec les différentes entreprises qui pourront financer ces formations. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous souhaitons comme ça un excellent début de semaine et bon week-end à vous. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله